Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format sur cette chaîne YouTube Investir en Startup. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir deux personnes très expérimentées en investissement en startup que j'ai nommées Damien et Laurent. Salut Damien. Salut Corentin. Salut Laurent. Salut Corentin. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger un peu à propos de l'investissement en start-up, cette activité un peu obscure pour certains, et surtout que c'est en fait une activité de très long terme. Et en fait, la courbe d'apprentissage elle est assez longue dans ce métier, et on a plein de gens qui se lancent dans ce métier ou cette activité chaque année et qui savent pas trop bien comment s'y prendre. Donc le but c'est de les aider. Et aussi surtout donc de démarrer, mais aussi surtout de tenir la distance sur la durée. Parce que on va le voir ensemble, les questions c'est investir, mais aussi réinvestir, bien sortir. On en parlait juste à l'instant. Est-ce que vous pouvez juste en intro nous dire quel âge vous avez, depuis quelle année vous investissez et combien de tickets vous avez investi. Vas-y Damien. Ok, donc Damien, 49 ans. J'ai dû investir en tout dans un petit 90 startups. Dont certaines n'existent plus. Donc aujourd'hui, je dois être à peu près à 82 startups actives et peut-être un peu plus même. Et voilà. Et je suis issu aussi de startups dans une autre vie. Voilà. Et donc j'ai commencé il y a 5 ans grosso modo. Il y a 50, ça veut dire en 2018-19 ? Ouais. 19, ouais. Ok. Et Laurent, j'ai 32 ans. J'ai commencé il y a 2 ans à investir dans les startups et pour le moment, j'en suis à 16. Donc tu as commencé en 2021-22. Ouais, 2021. Et tu as investi dans 16 boîtes. Ok. Est-ce que vous investissez uniquement en France ou est-ce que vous avez déjà franchi les frontières ? Question. Écoute, moi j'habite en Belgique, donc j'ai investi pour la forme dans une boîte de start-up belge, malheureusement qui n'existe plus. Alors je sais pas si c'était un bon exemple, et sinon je suis à 85%, allez 80% en France et le reste aux US. Aux US, ok. Ouais. Non, moi je crois exclusivement en France et de toute façon je faisais ça aussi avec vocation de faire du réemploi, ce qui m'a obligé à investir en Europe. Tu peux expliquer le réemploi, ce que c'est ? Ouais, donc en fait j'ai récupéré de l'argent en vendant mon entreprise et il y a une loi donc qui s'appelle le 150 obiter qui dit que cet argent-là soit on paye des impôts dessus, on est taxé à flat tax à 30%, soit on peut l'apporter avant de vendre les parts de la société à une entreprise, une holding, et on paiera cet impôt plus tard, donc on le reporte plutôt ad vitam aeternam, avec la condition qu'il faut réinvestir une partie de ce qu'on a mis dans cette entreprise dans des entreprises éligibles qui correspondent globalement à de l'économie réelle, et donc une partie des entreprises éligibles c'est des startups. Ouais, c'est ça, c'est des sociétés de non cotées basées en Union européenne. Toi, tu connais pas ça, Damien ? Non, ce que j'allais dire, sinon il y a une autre solution, c'est la Belgique, Ouais. puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values en Belgique, donc c'est ce qui permet de sortir d'une façon un peu plus légère. Mais toi, ça fait longtemps que tu es installé là-bas. Oui, exactement. Je suis parti en 2012. Combien de sociétés sur toutes vos sociétés, 16 sociétés, 20 sociétés, 100 sociétés, peu importe, combien connaissent une très belle croissance, combien sont un peu des pépites ? Quel pourcentage ou quel nombre dans votre portefeuille vous considérez que là, il y a vraiment des boîtes hyper belles que vous allez vraiment suivre de près ? Moi, j'irais à 10%. Ouais, je suis dans ma tête 3 sur 16. Ok. Donc entre 10 et 20% de très belles boîtes. Il y a combien de boîtes dans votre portefeuille ou quel pourcentage dont vous vous dites « Oula, ça va être chaud, je pense que dans les 2-3 prochaines années, elles vont faire faillite ». Vas-y, nomme les autres. Donc sans donner de nom. Non, 40% je dirais. Ok, presque une moitié où tu te dis ça va être Mais chaud. après non, enfin ça dépend que il y a faillite et ne va pas décoller quoi. Enfin je mets ça un peu dans la même catégorie. Je sais pas si on va faire faillite ou pas quoi. Mais en tout cas j'ai récupéré. Enfin je saurais très clairement dans 2 ans que ça me rapportera pas d'argent et ça m'en fera perdre quoi. Ok. Moi, je pense que j'ai déjà une bonne partie d'écrémage en 2023. Je suis assez confiant sur les autres. Et en 2023, et je pousse aussi en 2024, certaines à faire des rapprochements industriels. Parce que justement, si elles sont un petit peu fragiles
en financement, en trésorerie. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sens à se rapprocher de concurrents et de petites structures. On va en faire un leader français ou européen, je trouve. Voilà, donc c'est ce que je pousse depuis 18 mois. Ok. Ça c'est intéressant justement. Tu dis je pousse. T'es plutôt actif dans les boîtes dans lesquelles t'investis. Est-ce que t'es au board? Est-ce que c'est quoi ta relation avec les fondateurs? Alors, je suis dans beaucoup. Surtout, ce qui est important aussi, c'est que j'investis. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais j'investis surtout en pré-seed. Donc un petit peu en late stage, mais très peu sur la majorité. Donc quand on est en pré-seed, c'est vrai que les startups ont souvent besoin de conseils de personnes qui ont déjà fait ce genre de choses. Donc là, je suis souvent au board, et quand je suis pas au board, je suis dans des shadow boards pour avoir un double board, on va dire. Mon téléphone est toujours ouvert et ils savent très bien qu'ils peuvent m'appeler sans problème. Par contre, c'est vrai, et je l'ai encore dit ce matin dans un message WhatsApp à une de mes startups, c'est vrai que parfois je peux être un peu chieur, parce que quand j'ai une idée, je dis pas que j'ai raison, mais je veux qu'on m'explique que j'ai tort. Et donc parfois ça peut être un peu tendu, mais jusqu'à présent, souvent, les startups, sans prendre le melon, mais les startups qui n'existent plus aujourd'hui, je leur ai toutes dit de faire le contraire de ce qu'elles ont fait. Voilà. Ouais, disons que tu dirais quoi? Tu dirais que les fondateurs en question, ils ont été un peu obtus dans leur stratégie. Ils ont pas écouté, que ce soit tes conseils ou d'autres, mais ouais. J'en prends une des dernières, par exemple, l'année dernière, en 2023, qui a coulé. Par exemple, ils étaient plutôt sur un exit, sur une revente. Je ne sais pas pourquoi ils ont avancé avec un seul interlocuteur. Et tout de suite, je leur ai dit, mais c'est pas logique. Vous avez potentiellement 10 cibles, au moins t'en sélectionnes 3. Tu t'avances avec les 3 et après tu vois ce qui donne. Et eux étaient sûrs que ça allait marcher avec le premier. Et au moment où il n'y a plus de trésorerie, voilà, les autres, il n'y a plus personne. Et c'est finalement lui qui va l'acheter au tribunal. Exactement. Et je l'avais écrit, signé, et voilà. Mais on pas classique. Pas à ce moment-là. Classique. Toi, Laurent? C'était quoi déjà la question? C'était sur quoi, en fait, à quel point t'accompagnes les boîtes? Est-ce que t'es au board? Donc board 0, on me l'a déjà proposé quelques fois, et c'est quelque chose qui moi me plaît pas du tout, parce que en fait ce que j'aime pas trop, c'est sur le board, c'est le côté engagement long terme. Enfin c'est un peu comme ça que je le perçois, c'est on va mettre en place une routine, et en fait je sais pas combien de temps je suis pertinent, et j'ai envie d'aider autant que je peux quand je suis pertinent. Ok. Donc c'est un truc sur lequel j'ai jamais dit un nom brutal, mais je suis plutôt frileux j'aime pas trop la forme un peu officielle du truc. Ouais, t'es plus en mode ce que disait en fait Damien tout à l'heure, mon téléphone est ouvert. Beaucoup plus, ouais. Et globalement c'est ça, et j'ai l'impression qu'il y a la moitié des entreprises, j'ai rien fait, je veux dire pas de zéro souci, moi ce que je veux c'est surtout pas embêter les gens. Et la moitié où on s'est parlé au moins plusieurs fois, et où on a pu discuter parfois ponctuellement, parfois sur du long terme, parfois vraiment pendant plusieurs années, quoi. Mais oui, je préfère le côté informel, mais c'est une appétence personnelle. Ok. Et je pense qu'il y a peut-être un point qui nous différencie là, mais peut-être que je me trompe, Laurent. C'est que moi, c'est mon activité à 85%. Et c'est quoi? Peut-être que toi, tu avais une activité en parallèle, et donc tu pouvais pas. Ouais, tout à fait. Non, effectivement, je pense que j'y ai consacré jusqu'à un tiers de mon temps, mais là maintenant, 10%, quoi. Effectivement, c'est une grosse différence. Ouais, effectivement, et ça c'est assez rare d'ailleurs d'être dans ta position, Damien. La grande majorité des gens qui investissent en start-up, on les appelle business angel ou autres, la grande majorité consacre juste une partie de leur temps, c'est un side business, oui, on peut les qualifier d'amateurs, mais au sens noble, tu vois. Oui. Et effectivement, toi, en tout cas, à une période de ta vie pendant plusieurs années, t'as fait ça quasi full time. C'est ça, c'est que moi j'avais déjà fait 3 exits dans 3 startups, et en fait pourquoi j'ai réinvesti, pourquoi je suis devenu business angel, c'est que je me suis dit tiens, il y a des startups qui m'ont donné ma chance pour faire un petit patrimoine, et donc ça me semblait naturel de réinvestir dedans. Et donc comme je voulais plus être monotâche à faire qu'une seule chose dans qu'une seule boîte, c'est là où j'ai commencé. Je suis arrivé jusqu'à 9 startups et je me suis dit oula, c'est déjà full time, faut que j'arrête. Le Covid est arrivé, plus de temps pour moi, plus enfermé chez moi, et c'est là où j'ai explosé les compteurs. Puis il y a peut-être probablement aussi, t'as dû aimer ça aussi. C'est clair que c'est super intéressant.
surtout d'avoir. Moi, j'ai pas de secteur privilégié, donc je passe de la lingerie féminine. Je sais pas pourquoi je commence par ça d'ailleurs. De la lingerie féminine aux vêtements inclusifs, avec Poiscaille, avec la pêche durable, sur des trucs tech, sur des fintech, sur Waymoney. Enfin voilà. Donc à chaque fois que je décroche mon téléphone, dans la journée, je sais pas, j'ai 20 sujets différents qui sont passionnants. Ouais, intellectuellement, c'est hyper passionnant. Justement, en parlant de ça, est-ce que vous avez une thèse un peu définie d'investissement où, genre, vous vous dites, moi, j'investis que dans la tech, j'investis que dans les boîtes qui font tant de revenus, etc., etc., ou c'est beaucoup plus large que ça? Ouais, bah moi, c'est vraiment, il y a deux secteurs, c'est le climat et la santé. J'avais écrit une thèse très précise au moment justement de ce remploi parce que j'avais un montant bien précis que je voulais réemployer, donc c'était très clair. Et à la fin de ça, c'est plus, je me suis mis à aimer, donc j'ai un peu mordu à l'hameçon et donc on a réécrit une deuxième thèse avec ma femme pour repartir sur une nouvelle lancée. Ok, donc ça c'est marrant. T'as vraiment mis un cadre assez fort dès le début et t'en as pas dérogé quoi, t'en es pas sorti. Oui, alors, du coup, je peux même dire, mon but, c'était d'investir dans 20 startups, 10 000 à 50 000 euros par startup. Donc, climat et santé, à peu près 10-10. Le 20, c'était, un conseil un peu générique que je voyais, qui était, faut diversifier peu, quoi. Pour, je me rappelle qu'on s'était eu au téléphone à l'époque. Ce conseil ne venait pas de nulle part. Hein, non, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Moi, je connaissais pas le sujet, je connaissais le sujet entrepreneurial, pas le sujet investissement. Et quand je suis passé là-dessus, je me suis dit, il faut que j'essaye de téléphoner à des gens qui connaissent ce sujet. Effectivement, t'avais passé du temps à m'aider et je te remercie pour ça. Et donc 20 startups. Et donc là où j'ai dérogé un peu, c'est pareil bizarre, c'est je disais 10 à 50 000 et c'était vraiment ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai fait mais j'ai jamais investi 50 000 parce que ma thèse 50 000 c'était je connais, je suis capable d'aider et je suis jamais tombé sur quelque chose où j'ai eu ce niveau de confiance. D'accord. Ce qui n'empêche pas peut-être dans l'avenir de réinvestir dans certaines boîtes dans lesquelles tu as déjà investi et d'atteindre ce fameux montant. On va pouvoir aborder ce sujet, mais c'est pas du tout ma thèse. Là, ok, intéressant ça. Ok. Toi, Damien? Alors moi, quand j'ai commencé, donc je me suis vraiment déployé, on va dire, comme on disait tout à l'heure, 2019-2020. Mais les quelques tickets que j'avais mis à partir de 2017, c'était. Alors maintenant, c'est très à la mode, donc j'aime pas l'utiliser, mais c'était des sujets impact. Je crois la première startup, c'était Poiscaille, donc tu vois. Dans ma famille, j'ai des marins et qui prennent quoi. On a ça en commun alors. Voilà, exactement, qui prennent la mer avec leur ciré jaune. On sait pas s'ils vont revenir. Et c'est vrai que le premier ticket, on en parlera peut-être tout à l'heure. Le business plan, je l'ai regardé, mais c'était la cause qui m'intéressait. Pêche bateau de moins de 10 mètres, pêche à la ligne. Enfin bon. Fondateur quand même assez passionné et passionnant. Exactement, Charles. Ouais. Et donc voilà ce genre de choses. Ou même dans la lingerie féminine avec nous, c'était pour chaque commande, ça peut paraître ridicule, mais un sous-vêtement est donné à une association de femmes en difficulté. C'est ce côté que j'aime bien. Ou après dans la mobilité réduite, dans le voyage, j'ai quand même investi dans le voyage à mobilité réduite en plein lockdown. Donc les gens m'ont regardé, tu investis dans le travel pendant que tout est fermé. Ouais, mais c'est une niche de marché et quand ça va réouvrir, ça va exploser. Donc voilà. Donc au début, c'était très impact et après quand tu te dis il faut diversifier, j'étais issu de l'e-commerce, donc je suis allé dans l'e-commerce et j'ai multiplié Mais après c'est un vrai plus pour moi s'il y a un sujet impact plus ou moins important dans le projet. Ok. En termes de maturité de boîte, tu rentres à quel moment? Très tôt. Ok. Il te faut du chiffre d'affaires forcément ou pas? Bonne question. Tu vois, j'étais en train de me la poser. Non, ça m'est arrivé sans chiffre d'affaires. Et là, quand tu es allé sans chiffre d'affaires, est-ce que tu connaissais les fondateurs? Ou est-ce qu'il y avait un truc qui te disait, qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que pour aller dans une boîte sans chiffre d'affaires, c'est quand même, tu vois, un step encore au-dessus, quoi. Oui, je connaissais les fondateurs et là je suis en train d'investir dans l'une où je connais bien les fondateurs. Il n'y a pas de chiffre d'affaires, il y a juste un projet. Mais on l'évoquera sûrement tout à l'heure. Mais pour moi, l'humain est très important dans ce métier, dans
le choix de mes startups. Donc, Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, alors des fois ça nous est reproché ça par des first-time entrepreneurs qui nous disent ouais mais nous on n'a pas encore fait de chiffre d'affaires, vous n'investissez que chez les serial entrepreneurs quand il n'y a pas de chiffre d'affaires. Oui, mais en fait pourquoi, c'est quoi le point de vue d'un investisseur là-dessus? Enfin Laurent, tu donneras tien aussi. C'est qu'en fait c'est très risqué d'être business angel et en fait un serial entrepreneur, en fait on enlève le risque d'exécution. En fait on sait qu'il a réussi à créer, développer et vendre une boîte auparavant. Donc en fait, on enlève une grosse partie du risque en se disant, ok, il sait générer du chiffre d'affaires, il sait générer de la marge et il sait vendre une boîte. Et c'est pour ça en fait qu'on dit le pré-revenu c'est compliqué, on n'y va que dans certains cas. Toi, c'est quoi ta vision Juste si je peux, excuse-moi de te couper, ce qui est important, moi ce qui me dérange avec les serial entrepreneurs, c'est du coup, il y a un impact, mais on va sortir du sujet, sur la valorisation. Oui. Et ça pour moi, c'est un frein total. C'est je repense à une start-up d'un fondateur qui avait créé une boîte qui a bien réussi. Il a créé la deuxième. Sa valo sans revenu, 20 millions. Waouh. Voilà. Ouais, là, c'était un peu exagéré. Je lui dis, tu le fais sur quoi? Il me dit, bah voilà, je commence à être connu, je fais la télé, je fais ci, je fais ça. Ok. Ouais. Voilà. Oui, c'est un peu exagéré. Ce que je vois, moi, généralement, c'est que le mec, la nana, va mettre une valo, aller un tiers plus haut que, tu vois, la valo de base de 3-4 millions, il va être à 5, 6 ou 7, tu vois. Mais effectivement, 20, c'est beaucoup en France. Ouais. Non, moi c'est pas un critère le revenu effectivement. Okay. Ça me donne pas beaucoup d'indicateurs. Parce que j'ai pas l'impression, peut-être que je vais me faire frapper en disant ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit très dur de générer un peu de chiffre d'affaires en fait. Donc ça c'est pas un critère qui me fait me dire waouh, incroyable, tu vois. Bon, ouais, donc non, moi c'est pas. Ouais, c'est intéressant. Je suis plutôt d'accord avec toi. En tant qu'entrepreneur, c'est pas ça m'a pas l'air très dur de générer un peu de chiffre d'affaires, mais parfois c'est quand même le cas. C'est-à-dire que t'investis chez des gens et puis finalement le truc sort jamais quoi. Non mais et tu vois, tu me disais c'est quoi vos boîtes fétiches quoi. Les 2 sur les 3 auxquelles je pense génèrent toujours pas de chiffre d'affaires. Ouais. Et je les mets dans la catégorie ils sont incroyables quoi. Enfin, et c'est quoi? Il y a une grosse R&D, il y a de la grosse tech, il y a un vrai actif technologique dans ces boîtes-là. Parlons concret. Il y en a une, c'est Beyond Aero, qui fait un avion zéro émission. Ouais. Eloa, quand elle est venue me pitcher, elle sortait d'école, quoi. C'est une entreprise incroyable et ils avaient rien. Enfin, je veux dire, on veut construire des avions, quoi. Enfin, tu vois, et donc, maintenant, ils sont en train de construire effectivement l'asset qui est la capacité à vendre des avions. Enfin, des jets, ça se vend X millions d'euros. Donc, non, ils ont rien pour le moment, tu vois. Enfin, ils font pas de chiffre d'affaires. Mais derrière, ils ont fait Y Combinator, ils vont relever un tour. Génial. Ils sont en train de construire quelque chose. Mais c'est vraiment, ils sont incroyables en tant que personne. C'est ça qui m'a. Ok. T'as vu une super équipe et tu t'es dit, ok, j'y vais. Et deux points super marrants. C'est le premier, c'est que c'était un de mes premiers investissements. Donc j'étais en train de trembler un peu. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et ce qui m'a fait, c'est une expérience assez marrante sur cet exemple-là, c'est que j'ai téléphoné à un de mes investisseurs qui investissait dans le tour. Et c'est la première fois, il m'était et il m'a déconseillé d'investir. Il m'a dit ouais, pour un premier investissement, enfin un des premiers investissements, Laurent, c'est pas ça qu'il faut faire quoi. C'est très risqué. Ça t'a encore plus excité. Non mais des gens qui me conseillent d'investir alors qu'ils investissent pas, j'en ai à l'appel. Ouais. Tu vois, genre c'est la première fois que j'avais cette expérience. Ok, je fais ça particulier. Le mec prend un risque et me dit non, tu devrais pas le prendre quoi. Enfin bref, non mais tu vois, c'est le genre d'exemple. Bah oui, ils font pas de CA. Enfin tu vois. Non mais je comprends très bien ce qu'il a voulu dire parce que en fait c'est un jeu où au début quand t'es débutant investisseur il te faut quand même des choses pour te rassurer etc. Et c'est vrai que lui j'imagine que c'était pas son premier investissement et c'est ça et il a dû se dire attends Laurent ce serait peut-être mieux qu'il commence sur un truc plus simple qui va peut-être générer du chiffre plus rapidement qui va le rassurer. Non bien sûr je pense pas qu'il était je pense qu'il avait aucune mauvaise intention. Je pense que son conseil était bon du coup je l'ai pas suivi mais c'était perturbant comme conseil. Ouais. Mais je rebondis par rapport à ce que tu dis, c'est les quelques startups où j'ai eu des soucis, c'était que des startups qu'on m'a conseillé. Donc, tu vois, ne pas suivre les conseils. Alors, soit de family office, de fonds d'investissement, de business angels ou de fondateurs qui te disent bah tiens j'ai un copain qui a lancé ça, c'est super, ils sont top machin, et donc tu as un biais parce que tu regardes plus la même façon, tu te dis ouais j'ai investi dans ce gars-là ou cette nana-là, elle est bien, donc si elle me conseille ou s'il me conseille ça doit être un bon sujet et
moi, en tout cas, personnellement, j'ai manqué de vigilance dans ce cas-là. Ouais, ça c'est intéressant. Et justement sur l'aspect un peu humain, c'est quoi la typologie un peu de fondateurs, fondatrices que vous aimez, vous que vous regardez? Et est-ce que au début vous avez fait l'erreur d'investir chez des gens uniquement qui vous ressemblent? Et est-ce que vous êtes sorti de ça? Moi, j'ai fait cette erreur, je la fais encore. Enfin, il y a un côté grandes écoles, pour être assez honnête, que je trouve complexe. Parce que t'es ingénieur. Exactement. Et du coup, je trouve ça compliqué parce qu'en plus, c'est aussi une question de network. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une bonne capacité à récupérer des bonnes opportunités dans ce secteur-là. Et déjà, c'est une première piste de réponse, quoi. Ouais, je fais beaucoup ça et j'essaye d'en sortir, mais j'ai pas. Si t'as des idées de comment réussir à sortir de ça, je trouve ça dur, moi. Non, moi j'aime les personnes qui ont du caractère, donc voilà, qui savent s'exprimer, mais j'ai pas de modèle par rapport à moi. Non, je suis vraiment très ouvert par rapport à ça, mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est vachement important et je pense alors j'espère que l'avenir me donnera raison, mais je pense à une personne qu'on connaît tous les trois autour de la table, qui, quand j'ai investi chez elle, dénonce-la. Allez, Aude, de plume. Chacun, je pense, a une anecdote sur elle, donc on pourrait faire 1h30 sur elle. Mais voilà, je savais qu'elle était enlevée, le sujet m'intéressait. Donc je lui ai je lui ai demandé si on pouvait se prendre une demi-heure. Elle m'a dit voilà, je suis en plein bouclage, je suis surinvesti, donc bon, j'ai plus de place, tout ça, mais ok, on fait une demi-heure. On a fait 1h30 ensemble, on a parlé de tout sauf du projet Plume. Et à la fin, je lui dis ok, j'ai envie de mettre. Elle me dit je sais pas ce qui me reste. Je dis écoute, dis-moi et je mettrai. Et je trouve ça génial. Et aujourd'hui, on continue à avoir des relations assez tellement franche, et Aude a beaucoup de caractère, mais par exemple l'année dernière, elle m'appelle en me disant, elle m'appelle et dès que je décroche, je lui dis Aude, c'est pour me demander de l'argent, c'est pas la peine. Et elle fait pas mal d'audience avec ses posts. J'étais très touché, c'était mignon. En décembre, elle a fait un post où elle remerciait 2 personnes, je crois, sur son année, dont moi, en disant voilà, Damien m'a réussi avec ce message tout bête, stop, arrête d'aller chercher de l'argent, concentre-toi sur ton business et va développer ton business. Ça lui a fait tilt, et ce qui a fait qu'elle a fait 2023 une année record, et en réduisant les investissements. Et pour rebondir en y réfléchissant aussi, peut-être quelque chose que je considérais comme différent de ce que j'entends partout. Moi, c'est un truc qui me marque, c'est quand les entrepreneurs, plus que l'ambition, sont marqués par la mission. C'est-à-dire que ça me dérange pas forcément que le but ce soit pas de faire le dernier GAFAM, quoi. Mais ce qui m'importe, c'est qu'on sente que ce qui les touche, c'est de faire la mission de la boîte, quoi. C'est ça qui me Donc marque. une passion, une flamme vraiment pour le. Plus la passion, plus que l'ambition. Je sais pas si tu vois la nuance que j'essaie de mettre. Ok, intéressant. Alors je vais vous poser une question. Alors je connais déjà votre réponse, mais je vais vous la poser quand même parce je pense qu'elle est intéressante. Est-ce que vous regardez plus, parce qu'il y a 2 écoles, hein. Est-ce que vous regardez plus les chiffres ou est-ce que vous regardez plus l'équipe quand vous investissez? Oui, l'équipe. Donc j'avais pas répondu, mais également moi je m'intéresse surtout au early stage, avec un petit bémol qui est juste dans la santé. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Enfin pour moi, c'est beaucoup plus dur de sourcer des boîtes santé. Donc j'ai fait des investissements aussi un peu plus late stage en santé, mais du coup en crowdfunding parce que impossible de trouver des boîtes série B où tu rentres comme ça. Mais donc, en early stage, l'équipe, quoi. Mais globalement c'est ouais, j'avais déjà répondu, quoi. Le revenu, c'est pas forcément un critère. Ce que je peux regarder quand même, j'aime bien les gens quand même qui sont à l'aise avec les chiffres. Donc c'est pas forcément les chiffres, mais c'est être à l'aise avec les chiffres, et être look knowledgeable, quoi. C'est-à-dire en fait que les gens, quand tu leur poses des questions, tu vois qu'ils ont déjà réfléchi. Ils ont des réponses chiffrées, quoi. C'est ça. Et après le reste, c'est pas non, c'est l'équipe. Je te rejoins. C'est vrai que les chiffres c'est important, mais on peut pas regarder que ça, parce que sinon on s'en sert pas. Et après, c'est tout, je dis souvent, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est un fichier Excel, quoi. Un BP, tu changes une virgule, ça change tout. Donc faut pas rester que figé là-dessus. Et après, effectivement, la personne, c'est le plus important. Et que quand tu parles aussi de croire en son projet, Corentin, je sais pas, je pense pas de cacher un secret, mais on est tous les deux dans quelques boîtes ensemble. Et je pense notamment à Waymoney.
quand on voit Barry expliquer ce que c'est, moi, le transfert d'argent, mais surtout la diaspora en Afrique, c'est un sujet que je ne connaissais pas. Et je vois très bien, je me revois dans une voiture aux États-Unis, passer des heures avec lui au téléphone, et passionnant. Voilà, et d'apprendre. Et c'est vrai qu'après, si on reprend, je pense que je peux pas trop parler de chiffres vis-à-vis de lui, mais il a explosé son BP. Et si on était resté sur son BP, ça aurait été quelque chose de petit. Alors que voilà, il a explosé, mais parce que il y a une personne. Et puis on sent qu'il lâchera jamais, quoi. Parce que c'est évident. C'est un feu sacré qu'il a. Et modulo, pour aller quand même pour faire un peu avocat du diable et aller sur la côté chiffre, moi ce que j'aime bien, c'est éventuellement quand il y a un chiffre qui sort du commun. C'est pas tellement quand tous les chiffres sont tu vois ah bah oui, bah tu fais bien ton travail, t'es bon élève, mais c'est plutôt de dire tu vois s'il y a un chiffre qui sort, je me dis genre un énorme panier moyen ou genre un CAC très bas ou genre c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ok, qui pop up sur la. Ouais, où tu dis je trouve ça plus sympa d'avoir un chiffre extraordinaire que d'avoir plein de bons chiffres. Okay. Enfin, en tout cas, ça m'attire mon attention. Après, évidemment que c'est. Ouais, c'est une aspérité. Tu te dis là, il y a un truc. Ouais, je trouve. Ok. Moi, il y a un chiffre que je regarde, mais je sais pas c'est quelle origine ça pourrait venir, mais je regarde les salaires. Parce que pour moi, c'est quand même important. Alors, on sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais je repense à une start-up où, grosso modo, il y avait 2 cofondateurs. Ils levaient 1 million d'euros et ils se payaient à eux deux 10 000 balles. Donc, tu charges ça, machin. Et je leur ai demandé, vraiment me poser la question, genre, finalement, vous faites une levée pour vous payer pendant 1 an? Parce que c'est ça la réalité. Parce que quand on regarde... donc, ça, c'est quelque chose qui me gêne. Alors après, et d'autant plus que pour moi, un fondateur va garder, surtout en early stage, il va garder entre 80 et 85% du capital de sa société. Donc, c'est là-dessus qu'il va faire son exit et faire son patrimoine. Donc, je trouve que c'est un peu gênant, les gens qui prennent un gros salaire et qui gardent le capital. Ouais. Il y a un moment, je trouve qu'il faut trouver un bon équilibre. Mais bon. Ok. Est-ce que vous regardez le marché et comment vous le regardez? Et est-ce que vous préférez un petit marché avec peu de concurrents ou un très gros marché avec plein de concurrents? Enfin, en fait, moi, j'ai pas forcément une thèse d'investissement qui est de dire je veux investir dans des boîtes VC backables, quoi. Donc, il y a je dirais qu'il y a quand même 2/3 des entreprises dans lesquelles j'investis qui partent sur cette logique de on va lever des tours successifs, on crée un gros asset qu'on va commercialiser, et il y a aussi un tiers en fait qui crée des entreprises qui ont pas forcément vocation à exploser, quoi, des chaînes de maisons de santé, ce genre de choses. Et donc c'était quoi la question du coup? Du coup, tu vois, qu'est-ce que tu regardes dans le marché et puis est-ce que tu préfères un niche de marché? Et donc du coup la taille en fait pour moi c'est une question de cohérence. C'est-à-dire qu'en fait s'il y a une boîte qui dit je vais être VC backup, j'ai un marché de 100 millions, tu dis écoute ça tombera à l'eau. Donc en fait raconte-moi une histoire qui est cohérente. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui dit non, moi j'ai besoin que d'une levée de fonds pour qu'on se lance et en fait on va bootstrapper a posteriori, j'en suis ravi, quoi. Enfin mon critère n'est pas il faut un marché à 10 milliards, etc. Okay. Mais par contre, ce qui est important pour le marché, pour moi, c'est une question cohérente. Ouais, encore une fois, la cohérence qui revient. Ouais. Et ensuite, un truc qui me saoule, moi, c'est le bullshit derrière le calcul de la taille de marché, quoi. Non, mais ce que j'aime bien, mais c'est plus une question de. Le marché fait 300 milliards et je vais en prendre 1%. Non, mais voilà, à un moment, tu prends le truc et dis bon, comment t'as calculé ça, soyons sérieux, quoi. Mais c'est plus une question histoire de discuter, quoi, de débattre, quoi. Ouais. Et généralement, ça finit en plus, et je vais être une licorne. Ouais. Je suis français, et je vais devenir une licorne. C'est assez marrant. Toi, Damien, sur le marché, Non, vraiment, je suis investi dans tout. Comme je dis, si je regarde, par exemple, une marque de vêtements inclusifs pour femmes, on peut penser que c'est assez niche de marché, même si derrière, en fait, finalement, le marché est énorme. Mais bon, je regarde dans le travel, je regarde dans tout. Je suis pas bloqué là-dessus. Okay. Par contre, c'est vrai, ce qui me fait peur quand on rigole sur les licornes, c'est quand j'entends ça, les gens qui me disent moi je suis une future licorne, et j'ai l'impression qu'il y a encore des fondateurs qui pensent, alors il y a peut-être 3 ou 4 cas en France, ou peut-être un peu plus, mais je pense qu'on va retomber les pieds sur terre, de personnes qui disent moi dans 3 ans ma boîte vaut 500 millions.
ok, j'y crois pas. C'est des trucs qui me font peur. Hein. Alors peut-être qu'elle vaudra 500 millions en haut de cycle, comme en 2021, et qu'il faut savoir sortir au bon moment. Ouais, enfin je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la moyenne des exits en France, il y en a très peu qui sont revendus à plus de 100 millions d'euros. Bien sûr. Je pense qu'on doit être voilà. Après, la grande majorité, elle se vend entre 10 et 100. C'est ça. Quand elle se vend. Mais je trouve que c'est pas facile pour l'entrepreneur parce que t'as une injonction quand même à l'ambition qu'on a auprès des entrepreneurs. On leur dit mais non, vas-y, fais ta slide avec la courbe qui explose, etc. Tu vois, et tout le monde leur dit. Donc tu le fais quoi. Enfin, tu l'as fait ta slide avec le truc qui explose quoi. Donc je trouve que c'est pas facile de trouver le bon positionnement parce qu'en même temps t'as envie d'être à l'aise avec avec ce que tu présentes. En même temps, tu sais qu'il faut un peu qu'il faut montrer de l'ambition quoi. Ouais. Et enfin bref, je trouve que c'est pas facile quand même pour les entrepreneurs se trouver le juste milieu quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est important pour vous de regarder qui d'autre investit autour de table quand vous rentrez? Est-ce que vous le faites ou est-ce que vous avez complètement la tête froide et vous en foutez? Vas-y, si tu veux, c'est pas Alors, moi, je l'ai fait. J'ai été suiveur dans quelques dossiers, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment les dossiers qui se sont mal passés, c'est parce que j'étais souvent suiveur. Et donc, parce que je me disais, tiens, un tel, j'ai quelqu'un en tête, mais je peux vraiment pas faire du développing. Il va investir, donc ça va être bon. Mais ce Intel, il est réputé bon investisseur? Il se donne l'image d'un bon investisseur. Ok. Maintenant, plus du tout. Ok. Maintenant, alors, c'est au contraire maintenant. C'est que par exemple, je demande qui sont les investisseurs et je n'y vais pas s'il y a certains investisseurs. Ok. Tu vois, c'est plutôt l'inverse. Intéressant. Ok. Mais moi, je pense parce que je suis aussi plus jeune là-dedans que toi et que j'ai peut-être un peu moins de réseau. J'ai pas encore, à mon avis, cette notion de machin IF, faut pas que j'y aille quoi. Peut-être qu'il faut que tu me donnes les noms à la fin. Ouais, peut-être que j'ai déjà fait des erreurs, j'en sais rien. Non, moi j'ai pas trop. Moi c'est plus. Je pense que vraiment 80% des cas, ça m'intéresse pas. Et c'est plus des boîtes dans lesquelles j'hésite à investir. Et il se passe deux choses. Le premier, c'est je demande qui a décidé d'investir et je demande à discuter avec cette personne-là. Mais c'est plus pour avoir un avis supplémentaire, voir si on a identifié les mêmes faiblesses et les mêmes forces quoi. C'est plus pour avoir un interlocuteur de plus pour m'aider à avancer dans ma réflexion. Et j'ai deux cas en tête où ce qui m'a rassuré, c'est effectivement que l'investisseur qui était l'investisseur parce que il avait déjà fait le taf. Et que voilà. Ah oui, le taf de due deal, d'audit. Non, pardon, non, le taf de l'entrepreneur. C'est-à-dire, il a monté une boîte similaire, un peu différente. Ok. Il sait ce qu'il faut faire. Bon, il y va. Je me dis ok. Mais en tant qu'entrepreneur, tu vois, pas en tant que. Ok. Là, ça m'est arrivé 2 fois et je me suis dit ok, c'est bon. Il m'a rassuré quoi. Ok. Mais on pourrait te retourner la question, Corentin. Qu'est-ce que fait Super Capital par rapport à ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a Xavier Niel derrière ou il y a Y Combinator, donc c'est une question difficile. Nous, on va quand même regarder les labels un peu quali, genre Exa, Y Combinator, etc. Et ça, clairement, ça va nous donner une indication sur la qualité de l'équipe, la qualité de l'écosystème de l'entrepreneur, etc. Après, on a, c'est pas un secret, on a investi dans des boîtes qui se sont plantés et dans lesquels des très grands noms avaient investi. Clairement, des très grands noms que tout le monde connaît et voilà. Parce que même ces grands noms, ils se trompent aussi. Il y a un truc intéressant, c'est que 2-3 fois, il nous est arrivé donc d'investir dans une boîte. La boîte a été vendue, on va dire, au rabais et je pense notamment à un exemple, il n'y avait pas de liquidation préférentielle dans cette boîte. Donc, pour le coup, on allait récupérer pas grand-chose normalement. Eh ben écoute, en fait, la fondatrice a été hyper fair et je pense qu'elle a été pas mal influencée par les investisseurs de renom qui sont très quali et très connus sur la place. Et en fait, finalement, elle a appliqué une liquide préf. Donc ça veut dire qu'elle a remboursé les investisseurs au prorata de leur investissement, même si elle avait vendu sur une valo inférieure autour de table. Et j'ai trouvé ça hyper fair. Classe. Et pour le coup, tu vois, cette nana, si elle relance une boîte demain, tu vois, il se peut très fort qu'on la suive. Parce que, ok, elle a planté une boîte, mais elle l'a plantée proprement. À côté de ça, t'as des mecs ou t'as des nanas, en fait, c'est exactement l'inverse. Je pense à une personne, qui a vendu l'actif de la boîte dans laquelle on avait investi. Donc juste l'actif. Donc nous, on reste investisseur d'une coquille vide.
Voilà. Ça, c'est un peu le pire exemple que tu peux voir. Enfin, Ouais, clairement. Ouais. Mais ouais, pour revenir sur le Hexa Y Combinator, quoi. Enfin, je sais que c'est votre thèse, mais moi, je trouve ça surprenant parce que en fait, il y a une surcote de valo sur et donc vous, oui, il vous faut avez tendance. l'accepter. Ouais. Bah ouais, non, mais du coup, t'as tendance à considérer que cette surcote est inférieure à la marque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À quelle marque tu veux dire? Bah, c'est-à-dire, on dit, je sais pas, t'as une boîte qui fait Hexa, bah en fait, sa valo de seed va être à 20 millions au lieu de 5, quoi. Ouais, plutôt 10 au lieu de 5, ouais. Ok, 10 au lieu de 5, il Ouais. y a un x2. Ouais. Et toi, tu dis, bah, malgré ce x2, Ouais. en fait, parce que c'est une boîte Hexa, et je suis d'accord que ça a de la valeur, hein. C'est en pas fait, trop parce que c'est une boîte Hexa, mais parce que je me dis que si il a été pris chez Hexa, Oui. tu vois, c'est que l'équipe est super quali et en plus de ça, ils vont bien l'accompagner, etc. Tu vois, c'est un ensemble de Non mais, facteurs. non, mais tu dis, du coup, que le label est sous-coté, en fait, par le marché, quoi. Ouais, clairement, Ce ouais. qui est intéressant, Ouais, comme approche. Ouais. C'est quoi votre plus gros fail en tant qu'investisseur? Moi, j'en ai donné un à peu près là. Enfin, ça peut être une faillite ou ça peut être une erreur et après vous vous êtes dit, putain, j'aurais pas dû ou. Ouais, tout à l'heure on parlait de l'humain et je pense que ça a été, pour moi en tout cas, ça a été une difficulté pendant le Covid où on pouvait plus rencontrer les fondateurs et j'ai continué à investir et même j'ai mis un boost pendant cette période-là et je me souviens d'un cas concret. Donc j'ai fait plusieurs visios, ça s'est bien passé et en plus avec d'autres investisseurs là auxquels j'ai confiance, on était tous d'accord sur tout quoi. Ça paraissait vraiment super le dossier. Et après le deuxième lockdown, je crois que c'était en septembre, mais je me souviens plus le premier ou le deuxième lockdown, je vais rencontrer à la station F et je me souviens d'être sorti de là en disant Damien, mais Qu'est-ce que t'as fait? qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est mort. Parce que voilà, t'as pas le même feeling. C'est énorme en cette présentiel, différence voilà. entre la visio et le physique, c'est énorme. Ouais. C'est incroyable. Et d'ailleurs, avant 2020, je pense qu'il y avait aucun investisseur qui investissait sans rencontrer physiquement les gens. Ouais. Après 2020, c'est plutôt l'inverse. C'est rare qu'on rencontre les gens en vrai. Toi, Laurent, t'as commencé après le Covid. Oui, complètement. Je suis de ce nouveau monde. Effectivement, j'ai beaucoup d'investisseurs que j'ai toujours pas rencontrés physiquement. C'est ça, beaucoup c'est ça. de participations que j'ai pas Ouais, rencontrées c'est ça. physiquement. Après, il y a un deuxième sujet aussi qui est un peu peut-être un peu différent par rapport à toi, c'est que il y a beaucoup de startups où je mets des petits tickets et en fait, il y a aussi un côté où moi ça représente éventuellement beaucoup, mais il y a aussi un côté où j'ai pas envie de faire perdre trop de temps non plus sur les petits tickets. Je trouve que c'est un peu compliqué le positionnement. Petit investisseur, c'est pas la même chose que t'arrives, t'es Xavier Niel, tu mets 150 millions partout, 150K partout. Enfin, je trouve que il y a un positionnement un peu plus délicat. Pour répondre sur les fails, moi, je suis en train de réfléchir. Non, j'ai pas encore de regrets, mais Okay. ils vont arriver. Okay. J'ai zéro regret sur ce que j'ai investi. Du coup, moi, c'est un peu différent. J'ai des regrets de boîtes dans lesquelles j'ai pas investi, et ouais, que je regrette. C'est plus ça. Et que t'as vu passer? T'as eu l'opportunité d'entrer? Ah non, mais j'ai deux cas. Il y a un cas, moi, qui m'énerve énormément. C'est j'ai vraiment une boîte en tête où il y avait un entrepreneur qui était au bout du trou. J'ai passé un temps fou à l'aider, à lui rebooster le moral, etc. Et 2 mois après, j'apprends sur LinkedIn qu'il a fait une levée de record, etc. et que tout va bien. Et je te dis, mais tu m'as pas appelé. J'étais vraiment C'est dégoûté. fou. Et la boîte va super bien depuis. Enfin, ça explose. Donc j'ai un petit regret. Ah ouais, c'est fou ça. Non, mais je l'en veux pas non plus. Enfin, je veux dire. Ouais, mais c'est étonnant, ouais. Ouais, bref, ça m'avait. Bon, du coup, le reproche que je me fais un peu, c'est de temps en temps, faut aussi aller, faut garder le contact, quoi. Et j'aimais beaucoup. Non, donc oui, il y a des boîtes où j'ai eu l'opportunité, j'y suis pas allé, je me suis dit je vois que ça se passe bien, et je suis content pour eux. Hein, y a pas de, c'est pas, ouais. Enfin, c'est plus ça mes regrets aujourd'hui, c'est de voir des boîtes bien réussies. Et c'est marrant parce qu'à la fois t'es content pour eux, et à la fois tu te dis j'aurais dû y aller, quoi. Bon, c'est la vie. Moi, ça m'arrivait 2 fois de bosser énormément avec d'aider les Ouais, j'ai pu voir, je suis témoin. Et alors il y a 3 d'ailleurs, il y en a une où effectivement je me suis fait insulter alors que j'avais passé des heures avec le gars et je lui avais dit je suis plus investisseur mais si tu veux je te donne un coup de main, il était jeune. Voilà, donc je sais plus je répondais le samedi, le dimanche, tout le temps, voilà. Et tout d'un coup, il s'est mis à m'insulter
en disant mais fallait me dire, je n'ose même pas dire les mots qu'il a employés, mais il fallait dire tout de suite que t'étais pas intéressé. Je te l'ai dit, relis les échanges. Mais ça m'est arrivé 2 fois où j'étais un peu énervé aussi, où j'ai aidé, et comme toi, la levée de fonds, la levée de fonds s'est fait 2 ans après, et je l'ai appris par hasard dans une soirée investisseur, où je les vois arriver sur le pupitre en disant qu'est-ce qu'ils font là? Ah bah ouais, ils pitchent, super, merci. Bon, je crois que voilà, ça manquait de fair play. Ouais. Et une autre en Thaïlande, il va se reconnaître comme ça s'il regarde le podcast, où j'ai passé, c'était un super projet. J'ai passé du temps, je lui ai proposé d'investir tout ça, et alors je sais pas si ça existe encore, mais il a préféré qu'un petit fonds d'investissement mette 3 fois plus que moi. Ça c'est intéressant. Je peux reprendre des chiffres ronds, on s'en fout, mais le gars il avait besoin de 100, et on avait construit ensemble, et on avait vu qu'il avait besoin de 100. Je lui proposais de mettre ces 100 là, et un fonds est arrivé en lui disant moi je te mets 300 contre 50. Ouais. Et il a préféré aller avec le fonds. Contre 50% départ? Ouais. Ah ouais. Ouais, mais ça fait partie de la catégorie de regret. Il y a des boîtes pour le coup qu'on pas pris, qui avaient pas besoin de mon ticket, quoi. Et je sais pas si j'aurais dû passer un peu plus de temps. Je savais que c'était des bonnes opportunités, et je me suis pas peut-être pas assez vendu, ou ça fait partie des. Ouais, c'est intéressant ça. Des petits au début, quand ça arrive souvent au Business Angel, ça les frustre pas mal parce qu'ils se disent attends, j'ai pas été sélectionné, j'ai pas été choisi. Ouais, c'est vrai. Et je voulais rebondir sur un truc que t'avais dit sur les entrepreneurs qui ont un peu en fait, qui viennent te voir, qui te demandent des conseils, mais qui savent que t'investis. Je trouve que c'est pas facile. Enfin, je pense que t'as raison. Faut essayer de clarifier la situation assez tôt, parce que toi, ce que tu veux, sincèrement, c'est aider, quoi. Et oui, effectivement, tu peux investir, mais en fait, c'est un peu deux sujets que moi, j'ai envie de séparer d'une certaine manière vis-à-vis des gens. Et je trouve ça hyper gênant, en fait, d'avoir des gens qui finalement viennent te demander des conseils, alors qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est se faire bien voir, en fait. Mais je comprends aussi. Enfin, à nouveau, c'est normal, quoi. Enfin, c'est dur de lever en vrai quand t'as une start-up, donc. Mais ouais, je trouve que cette situation un peu ambiguë, elle est pénible. Mais moi maintenant c'est un peu clair, et Corentin t'en es témoin aussi, c'est que je recevais tellement de dossiers et j'investissais plus, que j'ai changé mon profil LinkedIn et j'ai mis Business Angel en retraite. Oui, c'est ça. Ou un truc comme ça, mais toujours investi dans mes projets. Je sais plus, c'est formulé. Alors déjà ça a été très bien parce que j'ai reçu beaucoup moins de dossiers, et comme je voulais m'intéresser à tous les dossiers que je recevais et avoir une réponse personnalisée, ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Mais au moins c'est clair, tu vois, quand les gens maintenant me contactent, et si je vois que le sujet peut quand même m'intéresser, je vais dire ok, on fait un call, mais je suis totalement honnête, c'est écrit sur mon profil LinkedIn, j'investis plus, donc voilà, j'aime bien cette transparence là. Ok. Est-ce que quand vous étudiez un dossier, vous avez des red flags? Vous dites ok, je vois ça, c'est sûr j'y vais pas. J'ai l'impression que t'en as. Non, mais je pense que tu dois avoir aussi, Corentin, c'est la table de capitalisation, la table cable, quoi. Si le ou les fondateurs sont en seed, ils ont déjà fait un tour et ils ont plus la majorité. Bien sûr. C'est compliqué, je suis triste pour eux parce que j'ai vu des projets où c'était super intéressant. Tu peux expliquer un peu ça? Ouais. En fait, souvent on dit que dans une première levée de fonds, sur les 2 premières levées de fonds, pré-seed, seed, family and friends, bon, on pourrait les classer de façon différente, mais bon, tu vas lâcher entre 10-15% du capital, et parfois certains ont des investisseurs en face qui les plument, et qui demandent, comme je disais tout à l'heure, 50%, et donc ils vont se retrouver aller faire un premier tour de table et se retrouver en ayant lâché 45%. Après ils vont faire un petit bridge, parce que en ce moment on entend beaucoup parler de bridge, et ils vont se retrouver à moins de 50%. Et après, en fait, la problématique, c'est ce que je leur dis, à la limite, on pourrait dire, on s'en fout que t'aies 40% ou 70%. C'est juste une question de motivation. Comment lui-même va pouvoir se motiver en n'ayant plus la majorité dans sa boîte. Et après, c'est aussi, il faut voir le tour d'après. C'est quand le VC va arriver. C'est surtout le VC. Ça sera, nous, c'est un tout petit drapeau rouge. Le VC, c'est la première chose qu'il regarde. Et donc, voilà.
Ouais, moi c'est plus, je pense sur la personnalité. J'ai un peu du mal quand je sens un ego surdimensionné très tôt. Et notamment un truc que je trouve à nouveau, je trouve ça compliqué pour les entrepreneurs à qui on dit faut avoir de l'ambition et en même temps faut être humble, quoi. Enfin, tu vois, genre les injonctions sont un peu complexes à gérer. Mais un point que je trouve complexe aussi quand t'es entrepreneur, c'est de pas avoir le biais du survivant sur les levées de fonds. C'est-à-dire, en fait, moi, ce que je trouve compliqué, c'est quand t'as un entrepreneur qui arrive qui a rien, quoi. Et c'est très bien, y a pas de souci. Hein, tout le monde commence avec rien. Hein, et qui te dit ah ouais, telle boîte a levé X millions avec rien. Donc je vais faire pareil, quoi. Et en fait, et en plus je me sens dans une position un peu désagréable où en fait j'ai l'impression de devoir lui dire, moi, avec ma perception, que il y a peu de chances que ça arrive, quoi. Et qu'il va probablement perdre du temps à essayer d'avoir des VC qui en vrai sont pas intéressés et qu'il devrait plutôt s'ajuster très rapidement. Et en même temps, si ça se trouve, il a raison. Si ça se trouve, c'est rare, mais si ça se trouve, il a raison. Il va effectivement aller lever en claquant des doigts un truc super, etc. Enfin bon, et du coup, c'est compliqué d'essayer de donner ce conseil-là. Et bon, ça généralement, ça se passe mal et vite, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez une ou deux anecdotes étonnantes dans ce monde de l'investissement en startup, du business angel? Un truc marrant, un truc qui vous a marqué. Question pas facile. Ouais, non, j'en ai quelques-unes, mais effectivement, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense à un dossier qu'un business angel m'a vendu en disant c'est top, machin, vas-y, fonce. Et en fait, il protégeait son propre investissement qu'il avait fait avant. Et s'il n'y avait pas de l'argent frais qui arrivait, la boîte allait au tapis. Exactement. Donc c'était ce côté malsain. Et après, on en parlait pour un deuxième exemple. Sur une start-up, j'avais l'opportunité il y a 18 mois de faire un bel exit, de faire un x15 sur mon investissement en revendant en secondaire mes actions. Le fondateur m'a demandé gentiment, en plus, quoi. Voilà, il m'a dit, bah tiens, il y a mon cofondateur qui a besoin de liquidité. On a vu effectivement qu'on pouvait faire un peu de secondaire. Est-ce que tu peux lui laisser ta place cette fois-ci et après tu pourras le faire. D'accord. Et je l'ai fait. Et maintenant, la boîte n'existe plus. Donc, Aïe. Le cofondateur a fait un x15 ou un x100, limité. Ouais, voilà. ouais. Donc, oui, en bon, fait, tu lui as laissé ta place pour la liquidité, c'est ça, pour exactement, le cash out. Exactement. Ok. Et quand j'ai voulu le remettre, ça commençait à tourner mal et donc c'était plus vendable. Donc ça, c'est une leçon aussi hyper importante. Hein, c'est savoir investir, c'est bien, mais savoir sortir, c'est presque encore mieux. Ouais, savoir sortir au bon moment. Et après, il faut garder en tête que aujourd'hui, depuis 2 ans, je pense que sur le marché, on a des sociétés comme Caption Market ou d'autres boîtes qui nous permettent de faire un peu de secondaire, alors que ça existe depuis quelques années aux États-Unis. Ouais. Mais sinon, la liquidité est relativement faible dans les investissements. Donc, faut quand on a la chance de pouvoir sortir, même si c'est pas des multiples qui font rêver, faut vraiment se poser la bonne question. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Toi, tu dirais, par exemple, une belle série B, un beau multiple, un x15 ou plus, tu sors au moins partiellement? Ouais. Alors là, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un truc je pouvais sortir à 100% et je suis sorti à 20% de mon investissement en récupérant 100% de ce que j'avais investi. Ok, tu t'es remboursé. Je me suis remboursé et je sais que la boîte va continuer à grossir. Donc c'est que du bénéf maintenant. Okay. Je trouve que c'était un bon timing. Alors que j'aurais pu faire donc un x5 tout de suite. Ouais. Mais bon, j'avais pas forcément besoin non plus de trésorerie. Donc je crois que c'est un ticket gratuit dans la boîte. Exactement. Ouais. Du coup, je reviens sur anecdote. Moi, j'avais quelque chose de très différent à raconter. En fait, ce qui est marrant, c'est que la boîte que j'ai montée, qui s'appelle Lalilo, en fait, a été très utilisée pendant le Covid. Donc, c'est un outil pour apprendre à lire. Et donc, il y a probablement un tiers des parents d'enfants de 5 à 8 ans qui ont utilisé Lalilo chez eux pendant le Covid. Et je pense qu'il y a beaucoup d'investissements que j'ai fait où, en fait, le match s'est fait super bien parce que on disait, c'est toi qui as créé Lalilo, ça m'a sauvé mon Covid. Et du coup, je pense que l'argument pour lequel on m'a pris la cap table, c'est pas parce que je suis un bon entrepreneur ou quoi que ce soit. C'était juste, tu vois, parce que ton produit était connu. Parce que, et puis les gens disent, je veux dire à mon fils que j'ai discuté avec le fondateur de Lalilo. Ça, c'est drôle. Et ouais, ça crée un peu de lien. Ouais, c'est ma petite anecdote. Ouais, c'est drôle.
On a un tout petit peu parlé de l'international tout à l'heure, mais pas tant que ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner autant d'argent en investissant dans des startups françaises et européennes que dans des startups américaines? Je te vois dubitatif, Damien. Non, mais en fait, oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les valorisations. Les valorisations aux États-Unis sont pas les mêmes qu'en France. En France, voilà, si tu arrives à réussir une boîte et la vendre 80, même 50 millions, 80 millions, c'est déjà un beau succès. Aux US, tu vas plus facilement voir des boîtes qui vont faire du 200, du 300, du 400 millions. Et en plus, sur des marchés qui peuvent être encore plus petits. Donc oui, je pense qu'en France, c'est plus compliqué d'aller chercher des grosses valorisations et des grosses sorties. Donc, Ok. J'ai pas un avis très fort sur le sujet parce que j'ai pas un avis très éclairé, mais je me demande aussi si aux États-Unis, à nouveau, tu vois effectivement il y a beaucoup plus de licornes, mais il y a aussi beaucoup de boîtes qui se plantent. Donc est-ce que ta probabilité d'avoir investi dans une boîte qui devient énorme est plus forte aux États-Unis qu'en France? Je sais pas. Peut-être pas forcément, mais moi je dirais que ce qui change, c'est la liquidité. En fait, il y a plus de liquidité aux US, et il y a plus de portes de sortie finalement. Parce que notamment nous, les marchés cotés, les IPO, il y en a pas beaucoup, quoi. Non, et puis il y a un truc psychologique de c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, tant que ça n'existe pas, en fait, on considère que c'est impossible. Et puis une fois qu'on aura un GAFAM qui sera français, on se dira en fait c'était. Ça c'est la question, français ou européen. Bien sûr. Je sais pas si vous avez vu, mais en septembre 2023, donc il y a quelques mois, c'est la première fois qu'une boîte européenne tech a acheté une autre boîte européenne tech pour plus d'1 milliard. C'était quoi? C'était SAP, donc société tech allemande qui a acheté une autre boîte tech allemande dont j'ai oublié le nom, mais donc pour plus d'1 milliard. Donc c'est la première fois. Donc cet écosystème, il est en construction. On a 10-15 ans de retard sur les US, mais effectivement. Ça arrive. Mais je suis d'accord, mais tu vois, sur le 10-15 ans de retard, il y a aussi un truc là, quand on investit en seed, en fait, ces histoires-là, elles sont pour peut-être pas 10-15 ans, j'espère pas, mais en tout cas, 8 pour ans, un horizon, quoi. pour 8 ans, c'est ça l'histoire. Donc, le marché est aussi, il y a aussi une bonne dynamique, quoi. Donc, bien sûr, ouais. J'ai pas un avis très éclairé là-dessus. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que ce qu'ils ont vécu aux US entre 2005 et 2015, on va le vivre là. Entre 20 et 30. Entre 2020 et 2030, tu vois. Et je pense qu'il y a des marchés, et je pense que tu diras pas le contraire, Corentin, mais il y a des marchés qui sont encore sous-exploités. Et j'aimerais beaucoup y rentrer dans ces marchés-là. Mais là, par contre, il faut vraiment des spécialistes et être sur place. Mais quand on regarde l'Inde, par exemple, c'est une mine d'or pour moi. Et quand on regarde même sur tous les patrons des grosses boîtes aux États-Unis, t'as une grosse majorité d'Indiens. Donc les têtes pensantes sont indiens. Et en Inde, il y a des pépites. Donc je pense que là, il y a quand même quelque chose à creuser. Et j'espère que tu iras, par exemple. Ouais, on a déjà investi dans une douzaine de boîtes, en Inde, comme tu le sais, est-ce qu'il y a un multiple ultime pour vous? C'est-à-dire, vous vous dites, OK, je fais un fois X dans une boîte, c'est bon, le game, il est fini, j'arrête. Non, enfin, en fait, je fais pas ça pour me dire que je suis break-even ou personnellement, je sais pas ce que ça veut dire. Non, j'ai pas de, non, personnellement, non, enfin, au contraire, je trouve que ça veut dire, en fait, l'activité en elle-même, je la trouve intéressante en soi. En fait, c'est pas juste financier, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Moi, je rajouterais que j'ai pas de chiffre en tête, mais par contre, j'ai besoin de flamme, un peu de passion. C'est-à-dire que je serais tout à fait capable de lâcher avec une perte un de mes investissements qui m'amuse plus. Et par contre, un investissement qui me plaît, de dire bon allez, je prends le risque, je continue, je reste. Donc ça va pas être une notion de multiple, ça va être une notion de flamme. Ok. Est-ce que vous investissez dans autre chose que des startups? Et si oui, quoi? Oui, plein. Un tout petit peu de crypto, d'immobilier, du côté. Rien d'extraordinaire par rapport à. C'est des trucs qui t'intéressent autant que les startups, moins? Non. Non, et startup, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée en soi. C'est vraiment, j'aime ça. Je pense avoir c'est peut-être un peu prétentieux, mais
un peu de connaissances sur le sujet. C'était lié au fait d'avoir été entrepreneur, etc. Donc, alors que l'immobilier, je suis pas plus malin que le premier venu, quoi. Alors le côté, je t'en parle pas. Je connais rien à rien. L'entrepreneuriat un petit peu, ça crée de la valeur, je trouve ça bien. Enfin, c'est très différent dans mes catégories d'investissement par rapport à tout le reste. Le reste, c'est j'essaie de faire mon bon élève, quoi. Tu vois. Ouais. Ok. Moi, j'ai toujours été pas mal dans l'immobilier. J'en reviens d'autant plus en ce moment. Alors, et je bouge un peu. J'étais très immobilier France il y a, je sais même plus quel âge j'ai, donc mais il y a peut-être 25 ans. Après, je suis passé États-Unis. En fait, je suis opportuniste. Aux États-Unis, subprime, où il y avait des super coups à faire si tu avais les liquidités, que ce soit à New York ou dans les grands endroits. Après 2008, c'est ça? Exactement, après 2008, que j'ai revendu l'année dernière parce qu'il y avait une parité. Donc à la fois j'avais fait des loyers depuis 15 ans ou 12 ou 13 14 ans, des plus-values sur ce que je revendais et la parité euro-dollar quand c'était à 1,50 j'avais acheté et quand il y avait parité. Donc voilà, donc je prenais rien que sur le change, je prenais 50%. Et là, j'ai la chance de réinvestir dans des projets immobiliers pareils en Thaïlande. Alors bon, les gens pensent que je suis en vacances, mais non, c'est pas parce que je poste une photo de sable que je suis en vacances. Non, c'est voilà. Donc immobilier, après aussi portefeuille, bourse, des choses comme ça. Mais tout m'amuse. Faut que ça m'amuse de toute façon. Ok, top. On a fait un bon tour. Est-ce que vous avez encore, un sujet que vous voulez aborder un peu dans ce monde du business angeling, un conseil à donner sur des gens qui veulent se lancer ou alors des gens qui font ça depuis quelques années et qui se demandent s'ils doivent continuer? C'est quoi un peu votre vision? Moi, ce serait plutôt un message que j'aurais aux fondateurs. Et j'ai eu hier une discussion avec une boîte dans la santé, donc peut-être que faut que je te passe le dossier, qui me disait, alors je peux pas spoiler, mais qui me disait voilà, je sais très bien qu'on va être là dans 1 an. Il me faut 300 000 euros pour arriver là. Et une fois qu'on sera arrivé à cette étape-là, ça va exploser la valorisation parce qu'on va être acheté par un laboratoire, c'est évident, il y a toutes les preuves. Et il hésitait entre aller chercher 300 000 euros avec les investisseurs historiques ou de nouveaux business angels, mais il était à la fois dragué par des fonds d'investissement. Et je lui disais, ok, mais quelles sont les discussions que tu as avec les fonds d'investissement? Ouais, mais tu comprends, ils sont prêts à me donner 1, 2, il y en a un qui me propose 5 millions. J'ai dit, mais t'as pas besoin de 5 millions. Qu'est-ce que tu vas aller faire à te marier, parce que c'est un vrai mariage, et ça c'est important. Et te mettre aussi peut-être une pression supplémentaire. Et la pression, et en plus, cette personnage sait très bien que c'est pas le genre de personnage qui va aimer ce genre de pression. Donc c'est une levée de fonds, étant parlé tout à l'heure, faut pas systématiquement se dire bah tiens, faut que je viens de lever, je vais relever sans savoir ce qu'on va faire de l'argent, et de bien réfléchir avant de lever de l'argent. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce qu'il y a d'autres moyens, parce que les fonds d'investissement ce sont pas les business angels. Et d'ailleurs, et je te laisse la parole, mais je voudrais qu'on protège plus les business angels. Je trouve que c'est dégueulasse ce qui se passe. On en parlait avant de l'enregistrement, mais les fonds d'investissement nous squeeze. Tout à l'heure, tu parlais, mais ça, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, des liquidités préférentielles, etc. Je trouve ça honteux que des fonds d'investissement arrivent, surtout dans des périodes comme ça où il y a un manque de trésorerie, et ils disent ok, mais moi je vais être le premier à ressortir s'il se passe ça. Aujourd'hui, j'étais en call avec une start-up. Allez, je prends un chiffre rond pareil. Mettons qu'ils vont se vendre 100. Il y a 85% qui part chez le VC. Nous, business angels qui sommes rentrés en premier, qui avons pris tous les risques, parce que c'est ça qu'il faut aussi penser, c'est qu'un business angels, il arrive, il y a pratiquement rien. Parfois, il y a pas de chiffre d'affaires ou il y a très peu. Le fonds, il va arriver en série A, il y aura déjà du chiffre d'affaires, tout sera, il y a aucune garantie que ça marche, mais beaucoup de choses sont faites. Et là, les gens ne font pas attention dans l'impact d'actionnaires, donc ça, voilà. Et donc, en ce moment, je suis un peu remonté contre les VC. Non, mais ça m'énerve aussi sur certains. Bon, on va pas faire pleurer grand monde avec nos histoires de pauvres béats lésés. Non, mais c'est vrai qu'il faut comprendre que le dernier arrivé est le premier sorti, en gros. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Enfin, non, mais c'est insupportable. Enfin, ouais, il y a des clauses de temps en temps, j'ai jamais fait, mais j'ai failli dire, bah non, finalement, sans moi, parce qu'on n'a pas discuté des détails, mais enfin, à un moment, il y a des trucs qui sont scandaleux, quoi. Mais là, dans la startup de ce matin, c'était donc si on prend 100, donc c'est-à-dire nous, à BA, on allait récupérer, allez, peut-être 1 sur 100 et même pas sûr. 2, vu que la boîte avait moins de 5 ans, alors moi, ça me concerne pas parce que je suis pas résident français, mais ceux qui ont investi et qui ont bénéficié d'exonérations d'impôts, ils risquent de se faire requalifier, donc payer de l'impôt. Ils ont tout perdu. Ils vont payer de l'impôt et en plus, le fonds d'investissement, comme leur acheteur, et je comprends, exige une garantie de passif et d'actifs. Et donc, le fonds d'investissement dit mais tout le monde doit participer à cette garantie d'actifs et passifs. C'est-à-dire que les investisseurs, à la fois ils perdent tout, plus peut-être requalifiés au niveau des impôts, et troisièmement, peut-être ils vont devoir verser. Waouh, la triple peine. Non mais Ouais. c'est de la folie quoi. Il vaut mieux que ça se passe super bien. Et dans ce cas-là, tu peux sortir un peu quand tu veux. D'ailleurs, un truc, c'est la liquidité. En fait, c'est plus un problème quand la boîte se passe super bien, parce que on vient toquer à ta porte pour te proposer de te racheter, quoi. Et ça c'est des choses qu'on sait pas trop ou qu'on n'entend pas trop. Mais quand on a vu des gens investir au tout début dans des boîtes qui sont devenues des licornes, en fait, on se rend compte que la liquidité, c'est plus un problème, en fait, dans ces boîtes-là. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avais un commentaire un peu similaire, enfin pour raconter un peu le même genre d'histoire. Moi, j'ai un moment, ça m'énerve. J'avais pris un café avec un type que j'avais aidé à faire sa levée, donc je m'étais aussi. Et le type, il y avait pas les mêmes conditions. Il y avait un fonds qui mettait dans le même tour, et j'avais pas les mêmes conditions que le fonds. Ouais. C'est ça. Et du coup, et lui me disait, l'entrepreneur qui était de très bonne volonté, très sympa, il me dit, bah oui, mais eux, ils vont m'aider. Je suis en train de faire quoi là? Je veux dire, moi, proportionnellement à ce que je suis en train de mettre, je pense que je passe beaucoup plus de temps avec toi que ce que eux vont faire, quoi. Mais Bien sûr. ouais, ça me, ouais, c'est bon. Bref. Non, c'est un peu en vrai, c'est un peu la loi du plus fort, quoi. Bah, bien sûr, mais enfin, à un moment, il serait bien d'embêter aussi tous ces VC si clairement. si l'écosystème n'existait pas, quoi. Clairement. Donc, Clairement. Bon, puis c'est un petit milieu, en vrai, on se connaît. Mais moi maintenant, je sais que je dis à mes startups, si vous avez un problème avec votre VC, n'allez pas vous brouiller avec lui parce que c'est important, mais mettez-moi au milieu. Ouais, et moi l'année dernière, je me suis pris la tête, je me suis engueulé avec certains VC parce que moi j'ai plus rien à prouver. Je suis indépendant, c'est ma vie, c'est mon argent, donc voilà, donc les gens ont une mauvaise image de moi, j'en ai rien à faire. Et je me souviens d'une discussion avec un VC, mais alors c'était lunaire. Le mec m'a expliqué parce qu'en fait ils avaient fait une erreur. Ou tant mieux pour nous, on va dire. Ils n'avaient pas mis de liquidité préférentielle, mais ils avaient juste une clause qui était que si on voulait revendre la boîte, ils avaient un droit de veto. Et là, il fallait faire un rapprochement industriel, et donc ils ont mis leur droit de veto si on n'acceptait pas justement une liquidité préférentielle. Et donc les gars ont dit, nous on veut que notre sortie soit, ou notre entrée, même si on est rentré sur une valorisation à 10 millions, on veut pouvoir sortir comme si on était rentré à 2 millions. Donc moi, ils ont voulu m'expliquer ça en me disant, voilà, on est tous les deux investisseurs, donc on est pareil. Ouais. Et je dis, non, moi, si t'as acheté du Amazon à $50 et tu rentres à $1000, bon, maintenant ça a changé un petit peu, mais bon, on n'est pas les mêmes. Donc faut accepter, d'être rentré. Tu rentrais dans Tesla en 2008 ou en 2020. C'est ça. C'est pas pareil. T'es actionnaire, mais pas la même valo. Et tu peux pas partager le revenu par rapport à ça. Ouais, non, je suis d'accord. C'est compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est pas vraiment la faute à quelqu'un. Enfin, c'est dur de trouver la faute. C'est un peu le système qui parce qu'en fait le VC, t'as des partenaires, mais enfin, je veux dire, c'est son métier en fait d'aller défendre ses investisseurs à lui. Donc en fait, il fait son taf en fait d'une certaine manière. Et si t'es mis dans un fonds, t'es d'ailleurs très content que le mec essaye de trouver un bon arrangement. L'entrepreneur, moi, je me suis retrouvé dans cette situation avec un BA. Qui se sentait lésé en fait vis-à-vis d'un fonds. Et enfin c'est très gênant en tant que, alors je pense que je manquais aussi un peu d'expérience à l'époque. Toi t'étais fondateur. Oui, moi j'étais fondateur. Ouais. Donc en fait il y avait papa et maman quoi, tu vois. Enfin c'était un peu compliqué et bon je pense que je manquais d'expérience. Je pense que je ferais les choses un peu différemment maintenant. Mais ouais, le type se sent lésé. Il y a le fonds qui est en train de faire son travail, de négocier des choses. Enfin tu vois, c'est pas facile quand même comme situation.
Mais ouais, merci d'avoir apporté le sujet. Et moi, l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que là, je suis un petit peu remonté contre les fonds parce que c'est ces derniers temps, mais mes réunions de famille sont assez intéressantes parce que j'ai mes 2 sœurs qui travaillent chacune dans un fonds. Une dans le leader français, une autre dans les repas de famille doivent être animés. Voilà, exactement. Donc la bagarre Business Angel versus VC, on l'a souvent à Noël. Ah, c'est drôle, le ça. repas de Noël, quoi, c'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup Damien et Laurent d'avoir accepté l'invitation et surtout d'avoir partagé un peu tous les backstage de votre carrière d'investisseur, de business angel. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et ou regardés. Abonnez-vous évidemment à la chaîne si ce contenu vous a plu et évidemment contactez-nous Super Capital pour rejoindre la communauté d'investisseurs. À très bientôt. Merci. Merci.